Bonjour à tous. Nous venons de rejoindre la salle du webinaire. On regarde, il y a déjà pas mal de gens qui nous attendent. Donc, bonjour à tous. Je suis avec Julien Tapp. Mon nom est Alexandre Cavezza. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur de Métagénopolis, qui est une entité de l'Institut national pour la recherche agronomique, alimentation et environnement, INRAE. Et Métagénopolis est un démonstrateur pré-industriel dont une des missions est de transformer les connaissances de la recherche publique en applications concrètes pour les citoyens et notamment via des collaborations de recherche avec des industriels. Donc, par rapport au précédent webinaire que vous pouvez retrouver sur notre site mgps.eu, nous avons invité donc Danone Nutrition Research, et notamment Julien Tapp, qui a collaboré justement sur l'un de ces projets. Et il nous parlera donc du syndrome de l'intestin irritable. Avant de commencer, je vais donc lui laisser la parole pour qu'il se présente. Et ensuite, vous n'hésiterez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je me permettrai d'interrompre Julien et de lui poser certaines de vos questions. Alors, je choisirai pour lui permettre aussi d'aller au bout de sa présentation. Mais n'hésitez pas quand même. Et s'il y a des questions qui n'auront pas réponse, ne vous inquiétez pas non plus, vous nous écrirez et nous vous répondrons dans les meilleurs délais après le webinaire. Voilà. À toi, Julien, je te laisse te présenter et commencer. Ok. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. C'est un exercice très intéressant. Et donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler du syndrome de l'intestin irritable et donc de la collaboration que nous avons eue avec Métagénopolis. Alors en fait, moi je suis scientifique spécialisé dans le microbiote intestinal et je travaille donc à Danone Nutrition Research. Et là en fait, on va explorer un peu les interactions entre la diète et le microbiote intestinal dans ce contexte de syndrome de l'intestin irritable. Alors juste un petit préambule. Là en fait, vous avez à l'écran en fait des photos et ces photos en fait c'est moi qui les ai prises de nos labos à Danone. Et en fait, c'est pour vous illustrer un petit peu que vraiment notre savoir-faire à Danone est aussi tourné très vers la microbiologie. Donc, vous avez un microscope, vous avez en bas à gauche, vous avez en fait des cuves en fait qui nous permettent de simuler la digestion intestinale en partie haute. Et en bas et en haut à droite, en fait, vous avez ici une plaque où dans chaque petit puits orange, en fait, sont stockés nos souches, nos ferments et nos souches potentiellement probiotiques dans notre collection. Donc, si je vous fais une vue un peu plus d'ensemble de Danone Nutrition Research, en fait, nous avons deux centres de recherche internationales basés à Palaiseau, pas très loin de l'INRA finalement, et un basé aux Pays-Bas à Utrecht. Et nous avons plein d'antennes un petit peu partout dans le monde pour vraiment connaître les spécificités locales. Donc en fait, notre priorité, en fait, c'est d'essayer de comprendre l'impact de l'alimentation sur la santé, de comprendre les spécificités des consommateurs et de maîtriser en fait le choix des micro-organismes qu'on développe pour les produits et consommateurs. Et dans ce cadre, en fait, nous, on s'intéresse aussi particulièrement au confort digestif. Et donc, nous avons une population modèle que l'on étudie et ce sont les personnes qui souffrent en fait du syndrome de l'intestin irritable. Alors, qu'est-ce que le syndrome de l'intestin irritable ? En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une fraction non négligeable de la population qui est atteinte de ce syndrome, et ça peut varier en fonction des régions. Donc, par exemple, dans les pays scandinaves, ça peut atteindre 15-18% de la population, alors qu'en France, on est plutôt sur du 5-10%. Mais c'est vraiment pas une maladie rare, et ça touche quand même une grande fraction de la population. Et donc, en fait, ce syndrome, en fait, il est caractérisé à la fois par des facteurs physiologiques, génétiques et des facteurs environnementaux comme le stress, par exemple, et peut engendrer, en fait, des comorbidités psychologiques avec l'anxiété, la dépression, une motilité intestinale qui est altérée, une hypersensibilité viscérale.
et aussi évidemment les habitudes alimentaires qui peuvent impacter en fait ces individus. Au niveau gastro-entérologique, en fait, on s'intéresse aussi du coup au transit intestinal de ces individus. On peut les sous-typer donc en fonction de leur transit, donc constipé, diarrhée. Il y en a qui vont alterner entre les deux. Et il y a un système de scoring qui est très intéressant pour nous quand on va faire l'analyse. C'est en fait on peut graduer en fait la sévérité des symptômes et donc classer en fait ces patients de bénin, modéré à sévère. Donc ça va être très utile ensuite pour faire nos comparaisons. Et du coup, nous, dans ce cadre, en fait, on va s'intéresser à comment le microbiote intestinal interagit avec tout ça, donc avec l'alimentation, quel va être le lien avec la sévérité des symptômes. Alors juste comme ça, une question Oui. très générale. Ce n'est pas considéré comme une maladie à l'heure actuelle, ce syndrome de l'intestin irritable? C'est vraiment un grand débat dans les conversations qu'on peut avoir dans les conférences. Je vois que les gastro-entérologistes débattent beaucoup sur cela. Même actuellement, en fait, il y a je dirais un repositionnement de cette maladie sur un dysfonctionnement de l'axe intestin-cerveau. Donc voilà. Donc là, moi, je peux pas répondre parce que je suis pas gastro-entérologiste, plutôt microbiologiste. Mais donc pour l'instant, le terme c'est syndrome et en anglais on dit disorder. Voilà. Ok. Alors, un petit peu de définition, parce que je vais parler beaucoup de microbiote. Donc, le microbiome, en fait, c'est l'habitat du microbiote, et donc ça inclut les facteurs biotiques et abiotiques. Le microbiote, en fait, c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont présents dans un environnement défini. Donc, nous, ici, on va s'intéresser au microbiote intestinal. Donc, c'est l'ensemble des micro-organismes qu'il y a dans l'intestin. Et le métagénome, en fait, c'est la collection de génomes et de gènes des membres du microbiote. Donc, autrement dit, nous, on va étudier le métagénome pour comprendre le microbiote et faire des extrapolations sur l'ensemble du microbiome. Alors, déjà, auparavant, en fait, nous, on a publié que la sévérité des symptômes était liée au microbiote intestinal. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une population exploratoire et une population de validation. On a extrait l'ADN et on a fait une analyse de microbiote, on va dire, à basse résolution, qui est un petit peu maintenant un peu dépassée. Et avec cette analyse, en fait, ce qu'on a montré, c'est que en fonction de la sévérité des symptômes, en fait, on pouvait classer les individus en fonction de 3 types de microbiote. Donc là, vous les avez en rouge, bleu et vert. Et en fait, plus un individu est sévère, moins il a de chance en fait d'appartenir à un type de microbiote qu'on classe comme Prevotella. Donc ça, c'est déjà un premier enseignement qu'il y a bien un lien comme ça un peu macro entre les types de microbiote et la sévérité. Et par ailleurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié l'ensemble des espèces du microbiote et on a réussi à extraire en fait une signature qui était liée à la sévérité. Donc, grâce à cet ensemble d'espèces dont on peut faire un focus particulier, on peut ensuite projeter ces individus-là dans un ensemble de dés, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, on arrive à distinguer les individus qui sont sains ou IBS, on va dire, qui ont ce syndrome de manière bénin, et ceux qui ont plutôt des symptômes de manière sévère, donc en marron versus ceux qui sont en bleu ici. Et donc, ce travail a été publié dans la revue Gastro-entérologie. Et donc, nous, ça nous a donné une indication, OK, on a bien un lien avec le microbiote intestinal et cette maladie. Donc, on a voulu poursuivre notre investigation. Et donc, ce qu'on a essayé de voir, c'est est-ce que entre ce syndrome et l'alimentation, on pouvait faire des liens. Et donc, ce qui est vraiment bien avec la collaboration que nous avons eue avec l'Université de Göteborg, c'est que dans cette cohorte de patients, on a pu avoir des carnets alimentaires de 4 jours. Donc là, par exemple, je vous mets vraiment les données brutes que l'on a obtenues. Donc, par exemple, je sais que l'individu
0,05, le premier jour, à midi, il a consommé un mélange de légumes composés de pois, maïs, carottes, etc. Et donc, à partir en fait de ce carnet alimentaire, en fait, on peut convertir. Donc, les nutritionnistes de Göteborg en fait ont converti ces données en micronutriments. Et du coup, par exemple, ici, je vous ai mis un tableau. On a la quantité de protéines, de graisses, de glucides et des FODMAP. On en parlera tout à l'heure. Mais Et par contre, oui. excuse-moi, Julien, c'est autodéclaratif, c'est-à-dire que les gens renseignent eux-mêmes ce qu'ils mangent ou c'est suivi par les diététiciens? Et Non, comment ils convertissent ça? c'est suivi par ils ont un rendez-vous avec un diététicien, un nutritionniste de l'université de Göteborg, et donc ils notent ensemble en fait précisément ce D'accord, qu'ils ont donc consommé. pour les quantités, les parts, tout ça, c'est tout normé en fait. Exactement, D'accord. exactement. Et donc c'est vraiment une donnée très très précieuse, hein. Et alors après, quand on regarde par rapport à la sévérité de ce syndrome, en fait, on n'a pas vu une grande significativité entre une association très forte entre les macronutriments et la sévérité. Donc on a une tendance, mais c'était pas significatif. Aussi, on a pu capturer grâce à ce carnet alimentaire en fait la teneur en FODMAP. Donc les FODMAP en fait sont connus, c'est des nutriments qui sont connus pour justement déclencher des symptômes. Et dans cette cohorte, on n'a pas vu non plus d'effet significatif. On a des individus qui ont tendance à les exclure, mais c'est pas extrêmement fort. Excuse-moi encore, tu Oui. peux préciser que veut dire FODMAP pour ceux qui ne connaissent pas et effectivement quel est leur rôle, puisque Ah, c'est j'en parle juste après, du très coup. bien, très bien. Et alors, on a aussi fait d'associations avec les nutriments. Donc, les nutriments, donc c'est par exemple au niveau des acides gras, des minéraux, etc., qu'on peut retirer de l'alimentation. Et donc, là, vous avez des diagrammes. En fait, en gros, si on a des barres colorées qui sont foncées, on a trouvé un signal. Par exemple, quand on compare des personnes qui ont ce syndrome versus des personnes qui n'ont pas de symptômes, on voit que chez ces personnes qui ont des symptômes ont tendance à moins consommer de fibres. Voilà, donc on fait des tests comme ça. Et aussi, on a comparé en fonction de la sévérité et on trouve comme ça un peu de signal. Le problème, en fait, de ce type d'analyse, c'est qu'en fait, on fait plein de tests statistiques et on a une chance non nulle, en fait, de trouver, en fait, un signal par hasard. Et donc, en fait, on a des méthodes pour corriger. Et quand on corrige, en fait, on ne trouve plus de signal vraiment différenciant. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, OK, il y a probablement un signal, mais soit on n'a pas une cohorte très importante, soit ce signal, il est dû à la chance. Par ailleurs, donc, on a en fait essayé de corréler l'ensemble des nutriments, mais aussi donc des FODMAP. Donc, les FODMAP, en fait, il y a la définition ici. Donc, c'est tous les oligosaccharides, monosaccharides, les polyols qui sont fermentescibles. Et donc, on a un lien ici dans cette petite image d'où peuvent provenir en fait ces FODMAP. Et quand on compare, en fait, on prend l'ensemble des nutriments, l'ensemble de ces FODMAP et on essaie de faire une association avec l'ensemble du microbiote en faisant une corrélation. En fait, les corrélations, ça va de -1 à 1. Et une corrélation de 0, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation. Et en fait, comme vous pouvez le voir dans ce graphique, en gros, au maximum, ça va de -0,2, donc une petite corrélation négative, à 0,2 ou pour quelques-uns à 0,4. Donc en fait, quasiment pas de signal et surtout si on fait des tests statistiques, en fait, on trouve rien. Donc en fait, il n'y a pas de lien clair entre les nutriments, ces FODMAP et si on regarde l'abondance des espèces du microbiote. Et donc c'est là où en fait on se dit, ok, on n'a pas de lien avec la composition, mais est-ce qu'on peut regarder finalement le contenu génétique de ce microbiote intestinal? Et c'est là qu'intervient en fait les technologies qui sont développées à MGP, où en fait on a fait du séquençage métagénomique, donc pour aller étudier les gènes qui sont à l'intérieur des bactéries du microbiote intestinal. Et sur une cohorte de 144 individus, on a donc fait cette analyse. Alors, j'explique très brièvement en fait comment on a fait cette analyse. Donc, ça s'appelle l'approche métagénomique par séquençage direct. Donc, l'université Göteborg a fourni les échantillons. À Danone, en fait, on s'est occupé de l'extraction
de l'ADN à l'intérieur de ces bactéries. On a fourni ces échantillons à Metagenopolis, qui a fait l'extraction et nous a fourni au final, donc il y a tout un processus bioinformatique que je ne détaillerai pas ici, nous a fourni en fait une table de comptage. Alors, en fait, c'est assez simple. En fait, vous imaginez un grand tableau Excel avec en colonne les individus, en ligne les millions de gènes et à l'intersection en fait l'abondance de ces gènes dans chaque individu. Et donc une fois qu'on récupère ce tableau, donc c'est ce qu'on va appeler un profil métagénomique, on récupère ce tableau à Danone et à l'aide de nos data scientists, en fait, on va pouvoir en fait explorer ces données et faire le lien, essayer de faire le lien entre alimentation et les divers symptômes. Alors, Julien, je m'excuse, hein, j'ai été coupé pour des raisons logistiques Internet. Il y a des Oui. questions qui ont émergé. Est-ce que les études sur le microbiote sont comparables entre elles? Et sinon, est-ce qu'il existe une approche ou des approches de standardisation de ces études? Alors, ça, c'est une très bonne question, puisque en fait, à Metagenopolis, on a le coordinateur d'un projet qui s'appelait IHMS, qui avait pour but de standardiser les protocoles de Metagenopolis, donc c'est Joël Doré. Et donc, il y a eu un effort international, en fait, de, je crois, 25 laboratoires qui ont en fait comparé les protocoles pour essayer de voir en quoi les protocoles étaient comparables et converger vers des solutions communes d'analyse. Alors, dans ce cadre-là, la convergence est pas parfaite, mais il y a cet effort qui est en cours. Là, en l'occurrence, pour cette étude, malheureusement, on a utilisé une technologie un peu ancienne de séquençage métagénomique et qui peut-être va rendre un peu difficile la comparaison avec les technologies actuelles. Mais voilà, donc les technologies évoluent et à chaque fois qu'elles évoluent, on fait ce qu'on appelle des benchmarks pour pouvoir comparer les protocoles et les technologies de séquençage. Mais oui, il y a un effort international pour, en tout cas, stocker toutes ces données dans des bases de données uniformes qui puissent être extraites ensuite. Il y a un lien sur le site de Metagenopolis, hein, IHMS pour International Human Metagenomic Standards. Voilà. Et du coup, une autre question, quel est le rôle des acides gras à chaîne courte dans le développement de la diversité bactérienne? Ah, ça, c'est une bonne question. Ce que moi, je peux dire, c'est que en gros, le microbiote va donc métaboliser l'alimentation, produire ces acides gras à chaîne courte, qui ensuite servent d'énergie pour les cellules intestinales humaines. Donc ça c'est quelque chose d'établi. Maintenant, ce qu'on fait maintenant, c'est on voit des corrélations. Donc c'est-à-dire qu'en fait, plus un microbiote va avoir tendance à synthétiser certains acides gras à chaîne courte, plus on voit que ça peut être associé à la diversité. Maintenant, le lien direct entre diversité et par exemple le butyrate, par exemple, en fait, on peut imaginer comment ça peut se passer, puisque par exemple, les micro-organismes qui sécrètent du butyrate, en général, ils sont associés aussi à de la diversité. Mais là, je ne peux pas le dire en l'état actuel comment, en fait, des mécanismes de rétroaction qu'ils peuvent avoir pour maintenir une diversité grâce aux acides gras à chaîne courte. Je dirais que la diversité, elle est plutôt maintenue premièrement par l'alimentation, par la diversité dans l'alimentation et par un écosystème qui est stable et qui n'est pas continuellement agressé par des facteurs extérieurs, comme par exemple des antibiotiques. Voilà. Ok. Une autre question qui est récurrente hein, dans nos webinaires, c'est que c'est vrai qu'on parle souvent des bactéries que l'on regarde par métagénomique dans le microbiote, mais parce qu'elles sont prépondérantes, mais effectivement, il y a d'autres micro-organismes hein, comme des levures, des champignons, des phages, etc. Donc c'est toujours la même question. Avez-vous regardé dans cette étude d'autres micro-organismes que les bactéries? Alors, grâce à la métagénomique, en fait, on accède plus facilement donc à la fraction eucaryote hein, et aussi aux archées. Donc, on a regardé les archées, les bactéries. Par contre,
en fait, comme on séquence en fait le microbiote en dominance, c'est-à-dire qu'on analyse vraiment ce qui est le plus dominant. C'est vrai que les eucaryotes, qui représentent une petite fraction du microbiote, mais qui peut certes avoir un impact fonctionnel important, ça je ne le nie pas, c'est quelque chose que pour l'instant on ne teste pas significativement ensuite dans nos analyses. C'est vrai, c'est vrai. Et surtout, le protocole en fait d'analyse, notamment en amont, donc c'est-à-dire au niveau de l'extraction ADN, en fait, devrait être un petit peu plus adapté pour la fraction eucaryote et aussi pour la partie virale, parce qu'il y a aussi beaucoup de virus dans le microbiote intestinal. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas testé dans ce projet. Une dernière question, mais là, Joël l'a aussi dit maintes fois dans différents webinaires, c'est l'impact de l'alimentation et en particulier des fibres et donc des prébiotiques, ces entités chimiques que les micro-organismes peuvent métaboliser, digérer, transformer. Donc, quel est l'impact de ces prébiotiques sur la diversité du microbiote et en particulier l'amidon résistant, les fructanes, les bêta-glucanes? C'est quelque chose que je vais évoquer un peu dans mon exposé. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, il y a un effort extrêmement important de la recherche au niveau international pour vraiment comprendre l'impact de l'alimentation sur le microbiote. Et ce qu'on peut dire, c'est que parfois, en fait, on peut avoir une alimentation qui peut être adaptée à un type de microbiote, mais qui peut ne pas être adaptée à un autre type de microbiote. Et justement, cette étude est intéressante parce que, en fait, on va avoir potentiellement des individus qui peuvent générer des symptômes à cause d'une certaine alimentation et donc, du coup, vont avoir plutôt tendance à se dire, bah oui, mais en fait, même si cette alimentation est bonne, par exemple, riche il y a des individus qui ne peuvent pas consommer des aliments riches en fibres parce que ça leur provoque des symptômes. Donc, c'est là où, en fait, nous, on essaye de comprendre ces individus et voir si on peut trouver des solutions. Il est clair que la recherche va dans le sens d'une alimentation personnalisée, hein, comme tu le dis, ça va, voilà, parce qu'on est tous différents, et effectivement, ça permettra d'optimiser l'alimentation de chacun pour une meilleure santé. Ouais. On te laisse continuer, vas-y. Ok. Et donc, en fait, donc vous voyez, on récupère des données qui sont très complexes puisqu'on va avoir des millions de gènes. On a l'ensemble de l'alimentation sur 4 jours de ces individus. Et on a vu que, en fait, dans la manière dont les diététiciens en fait, de Göteborg ont agrégé ces données, on n'a pas trouvé vraiment de signal sur notre cohorte en composition de microbiote. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu aux données brutes. Et là, au niveau des données alimentaires, ce qu'on a fait, c'est qu'on a replacé en fait ces données dans une structure hiérarchique, une sorte d'arbre alimentaire. Et en fait, quand on a ces données hiérarchiques, en fait, on a appliqué ensuite des outils d'écologie pour l'alimentation. Donc, comme si, en fait, les aliments faisaient partie d'un écosystème, on pourrait dire un écosystème dans notre alimentation. Et on a ensuite appliqué des techniques d'écologie pour savoir si c'est une alimentation d'hiver. On peut aussi comparer la distance qu'on peut avoir entre deux individus, etc., etc. Au niveau métagénomique, on a utilisé l'ensemble en fait du catalogue d'outils disponibles via Métagénopolis, donc le catalogue de gènes issus du consortium Métaïd, les outils, et on a extrait en fait les espèces du microbiote. Et là, le niveau d'analyse supplémentaire qu'on a rajouté, c'est que, comme je vous ai dit, ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir les fonctions. Et donc, en fait, on a regardé pour chaque espèce quelles étaient les fonctions à l'intérieur de ces espèces et si, pour une même espèce, à un individu donné, on pouvait avoir peut-être des variations dans les fonctions que portent ces espèces. Donc ça, c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Un petit aparté, comme on a accès directement aux aliments bruts qui ont été consommés par cette cohorte,
en fait, on a pu calculer un score de qualité des aliments. Et donc, c'est l'algorithme qui est utilisé pour le Nutri-Score, en fait. Donc, c'est l'espèce de scoring qu'on peut trouver dans les packaging, dans les magasins, donc en France, mais aussi dans plusieurs pays d'Europe qui ont adopté ce système. Alors, je ne vais pas m'étaler sur cette slide, mais juste pour vous dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on va pouvoir regarder la qualité des aliments lors des repas et lors aussi des collations, ce que j'ai appelé snack ici. Et non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme ça, on voit que, donc en marron, en fait, on a plutôt des scores de bonne qualité, enfin des aliments de bonne qualité, puis en bleu, des aliments plutôt de mauvaise qualité, donc de type E dans le Nutri-Score. Et en fait, on voit que dans les repas principaux, donc le dîner, le déjeuner, le petit déjeuner, on a un peu plus d'alimentation avec des aliments de type A ou B, alors que dans les collations ou les snacks, on a en fait moins d'aliments A consommés. Et en fait, ce qu'on se rend compte, alors si vous voyez mon pointeur ici, c'est qu'en fait, on a le premier snack de la journée, le deuxième snack, le troisième, jusqu'à 6 snacks. Donc en fait, il y a des personnes qui vont consommer comme ça jusqu'à 6 snacks par jour. Et en fait, on voit, alors c'est absolument, j'ai pas fait d'analyse statistique sur ce truc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure, plus on snack dans la journée, moins on va avoir tendance à consommer des produits qui ont un Nutri-Score de type A. Donc c'est intéressant. Donc du coup, en fait, on va se servir en fait de ce Nutri-Score, cette manière de qualifier en fait les aliments pour voir en fait comment ça peut interagir avec pour mieux décrire notre cohorte. Alors ensuite, on a construit un arbre alimentaire et donc on s'est basé au départ sur la hiérarchie qu'il y avait en fait dans la base de données suédoise, parce que donc c'est une cohorte suédoise. Et là, en fait, bon, à tout hasard, hein, pas parce que je suis chez Danone, mais on s'est focalisé sur les produits laitiers frais. Et quand on regarde la catégorie yaourt, en fait, nos diététiciens suédois, en fait, ont mis dans la même catégorie la crème fraîche et le yaourt. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être, on peut affiner cette hiérarchie. Et donc, on a mis en place un petit algorithme qui permet pour chaque catégorie alimentaire de reséparer en fonction des nutriments. Donc, pour les yaourts, donc j'ai testé cet algorithme et on voit qu'on arrive à séparer donc en bleu et là en rouge les aliments en fonction de leur profil, on va dire nutritionnel. Donc c'est facile. Hein. Là, en gros, ici, l'algorithme a trouvé très facilement que la crème fraîche était plus riche en graisse que le yaourt. Donc du coup, on sépare, mais on a appliqué à d'autres catégories alimentaires et on avait une sorte de catégorie où tout était mis ensemble, donc le riz, les céréales, les pâtes. Et là, on a réussi à découper en quatre sous-catégories et on arrive à, par exemple, séparer, par exemple, tout ce qui est aliments processés, les pizzas, les choses comme ça, les produits plutôt à base de riz ou de pâtes alimentaires. Donc voilà, donc en fait, on a pris finalement la construction d'un arbre qui avait été fait par des diététiciens en Suède, et nous, on l'a affiné ensuite en rajoutant une information nutritionnelle. Et donc, on arrive avec cet arbre suivant, hein, si je peux dire, donc c'est une vue de l'esprit, et on peut y appliquer donc des analyses, on va dire, de type écologique. Donc, on a à peu près 2000 aliments qui ont été consommés par l'ensemble de la cohorte. Et on peut appliquer donc des métriques de distance et on va pouvoir comparer les individus les uns par rapport aux autres. Alors, moi j'ai une question. Pour Danone, ça semble horrible de mettre dans la même catégorie la crème et le yaourt. Donc, si je comprends, parce qu'il y en a un qui est plus riche en gras que l'autre, c'est ça principalement. Quid des ferments utilisés dans l'un et l'autre? Est-ce que c'est aussi un critère de séparation des probiotiques, par exemple, ou pas? Alors là, moi, je me suis restreint que aux catégories, enfin que en fonction des nutriments. Mais effectivement, si on voulait avoir quelque chose d'un peu plus fin, on pourrait aussi séparer les aliments en fonction des ferments. Mais là, je n'avais pas cette information dans cette étude. Alors, tout à fait. Une autre question, alors sur les entérotypes, hein, sur lequel a vraiment travaillé Metagenopolis, hein, donc Oui. si tu pouvais rappeler brièvement ce que sont les entérotypes, la question est que en fait ça ne fait pas l'unanimité et est-ce que Danone a quelque part œuvré pour apporter un peu plus de connaissances sur cette notion-là? Alors en fait, les entérotypes partent d'un constat.
initiale, c'est que en fait, au tout début, on va dire de l'analyse à grande échelle du microbiote intestinal, en fait, on a pris des individus de divers pays, des Japonais, des Italiens, des Français, des Danois, des Américains. Et puis en fait, on les a clusterisés ensemble. On a regardé quelle était leur proximité en termes de microbiote. Et puis là, en fait, on s'est aperçu que on aurait pu imaginer que les Japonais soient vraiment différents des Français, par exemple. Mais en fait, on s'est aperçu que on pouvait avoir une proximité, un Français pouvait avoir une proximité avec un microbiote japonais. Et donc, en fait, on pouvait finalement former des groupes en fonction du microbiote qui dépassent, en fait, finalement, les cultures et les différents pays. Et quand après on a regardé plus précisément et qu'on a regardé les distances qu'on pouvait avoir entre ces clusters, c'est là qu'on a défini cette notion d'entérotype. Donc c'est-à-dire que on s'est dit il y a des clusters d'assemblage de microbiotes préférentiels, et surtout quand on a regardé derrière en termes de fonctionnalité, on s'est aperçu qu'il y avait un lien fonctionnel intéressant. Je vais en prendre un très très simple. En fait, on a un entérotype qui est riche en Clostridiales, mais surtout qui est riche en Methanobrevibacter. Et ce Methanobrevibacter, donc c'est une archée qui en fait produit du méthane. Et ça a un impact majeur en termes fonctionnels sur comment va fonctionner en fait le microbiote intestinal. Donc pour moi, l'idée c'est de se dire, et il se trouve que la population est vraiment scindée en deux, c'est-à-dire qu'on a des individus qui vont expulser du méthane et des individus qui n'expulsent pas de méthane parce qu'il y a présence ou absence quasi-absence de cette Methanobrevibacter. Donc c'est là où en fait on se dit bah oui, mais en fait si jamais par exemple on lance une étude clinique et que dans notre bras de contrôle on n'a que des excréteurs de méthane, et puis que dans notre bras on va tester un produit, un médicament ou que sais-je, on a par hasard plutôt des personnes qui n'excrètent pas de méthane, et ben on va avoir un biais parce que par rapport au microbiote. Donc c'est là où l'analyse en termes de clustering me semble tout à fait pertinente. Ensuite, par ailleurs, en fait, on s'est aperçu que les individus qui appartenaient à un entérotype, quand en fait ils avaient un stress, par exemple un changement d'alimentation, quelque chose comme ça, vont avoir tendance en fait à modifier leur microbiote, mais à rester globalement dans leur entérotype. Donc voilà un petit peu les. Il y en a 3, hein, c'est ça? Donc là pour l'instant, il y a eu donc dans les premières études en fait, on a décrit 3 entérotypes, mais il est fort à parier que en augmentant en fait les tailles des cohortes, donc là par exemple au début on était sur entre 100 et 1000 individus en fonction des différentes études, et il se trouve qu'en fonction des différentes études, on retrouve systématiquement cette dichotomie entre par exemple les méthanogènes producteurs, enfin les producteurs de méthane et ceux qui ne produisent pas de méthane, et on retrouve systématiquement des gens qui sont riches en Prevotella et ceux où il n'y a quasiment pas de Prevotella, donc c'est notre genre bactérien du microbiote. Et donc, quelles que soient les études, on retrouve ce pattern, mais quand là, on passe à des échelles plus importantes, donc on va passer à des échelles entre 1000, 10 000, peut-être même 100 000 dans quelques années, d'individus qu'on va pouvoir agglomérer, et il est possible qu'on trouve plusieurs entérotypes, en tout cas des sous-types à l'intérieur de ces grands entérotypes qu'on avait décrits il y a 10 ans. Très bien, merci. Je te laisse continuer. Alors, je permets de citer en fait ici le travail de Abigail Johnson, qui en fait pour lequel je me suis inspiré pour faire cet arbre alimentaire. Alors, globalement, en fait, ce qu'on a trouvé grâce à cette analyse écologique, on va dire, de l'alimentation, c'est que le ratio entre viande et végétaux et la qualité nutritionnelle que j'ai mesurée avec l'algorithme du Nutri-Score, en fait, sont les facteurs les plus importants qui, en fait, dans la variation des habitudes alimentaires chez les personnes qui ont ce syndrome. Donc, en fait, quand on a cet arbre, on peut faire une analyse qui projette, en fait, dans un espace en 2 dimensions. Donc, c'est ce que vous avez ici. Et donc, chaque point ici est un individu. Et du coup, on peut regarder spécifiquement quels sont en fait les facteurs qui pourraient être associés. Et donc, on s'est aperçu, par exemple, que ce gradient
viande, végétaux dans l'alimentation étaient en fait associés au sexe. Donc, en gros, on voit que les hommes dans notre cohorte consomment plus de viande que les femmes, par exemple. Mais un point intéressant, c'est qu'on a vu en fait que les patients en fait dans notre cohorte en fait étaient plutôt reliés à cette deuxième composante, et cette deuxième composante en fait est reliée en fait à la qualité nutritionnelle des aliments. Donc on va voir en fait que des individus de notre cohorte qui vont être plus proches en fait ici de points. On voit de la viande qui est processée, des bonbons, les snacks salés, les sodas, etc. Alors qu'en bas, on va plus retrouver des œufs, du poisson, des végétaux, du café, enfin voilà. Donc du coup, on voit que là, on a déjà un signal intéressant. Grâce à cette approche, en fait, on arrive à voir que en fait, notre population, en fait, notre cohorte de patients par rapport à une population qui n'a pas ce syndrome, ont tendance à consommer plus de produits avec une qualité plus faible. Là, je vous ai remis un petit schéma où en fait, on voit bien qu'en fonction des composantes, on arrive à voir le gradient entre les personnes qui ont tendance à manger plus de viande, ceux qui ont tendance à manger plus de végétaux, et c'est très très corrélé à la première composante, ainsi qu'on a une corrélation qui est plutôt pas mal entre ce score de nutrition et la composante 2 qui sépare les patients et les contrôles. Par ailleurs, du coup, je reviens aux entérotypes. Quand on a regardé les entérotypes et qu'on a regardé finalement le lien qu'on pouvait avoir avec la diète, on n'a pas trouvé de lien. C'est-à-dire qu'on a pris en fait des différents groupes d'entérotypes, on a regardé par rapport à notre arbre alimentaire et on n'a pas trouvé de lien. Par contre, et c'est là que on a un aspect plus intéressant de l'approche métagénomique, où on peut aller regarder spécifiquement les fonctions. On a regardé en fait une catégorie de fonctions qui permettent de dégrader tout ce qui est glucides de l'alimentation, donc ce qu'on appelle les CASI. Et donc on a formé des types de CASI, donc un équivalent d'entérotype, mais on a mis des casotypes. Et là en fait, quand on découpe les individus en fonction on stratifie ces individus en fonction de leur potentiel à dégrader les glucides de l'alimentation, là on trouve un signal significatif avec la diète. Et donc c'est là où on voit vraiment l'apport de connaître en fait le profil fonctionnel du microbiote intestinal et pas simplement de regarder la composition. Par ailleurs, comme je vous ai dit en fait que au niveau fonctionnel, il fallait aller creuser à l'intérieur des espèces. Ce qu'on a fait, grâce en fait au fait qu'on ait un profil génétique pour chaque individu, on peut ensuite se focaliser sur une espèce donnée. Et là, par exemple, je vous ai mis un petit schéma en jaune et noir, où en fait on a en colonne, c'est pareil, c'est des tableaux, hein, en colonne on a nos échantillons, nos individus, et en ligne on a les gènes qui sont présents dans l'espèce. Et on voit en fait en jaune les gènes sont présents et en noir les gènes sont absents. Et en fait là vous pouvez voir tout de suite, c'est un petit peu là maintenant où je pense que vous êtes globalement familier avec les variants. Pour une même espèce, on peut avoir plusieurs variants, et là en l'occurrence plusieurs variants fonctionnels. Et donc on a mis au point un algorithme pour aller sous-typer en fait ces variants fonctionnels pour chaque espèce du microbiote intestinal. Et donc, par exemple, ici, on peut en fait voir en fait des individus qui vont avoir, par exemple, le variant ici que j'ai mis ici en violet, et puis d'autres individus qui vont avoir plutôt le variant jaune ici. Et donc, on peut voir finement quels sont des blocs de gènes qui peuvent manquer à un variant ou à un autre variant. Et donc, ça va vraiment nous renseigner sur les capacités fonctionnelles des individus, mais en fonction des espèces qui sont regardées. Et donc, je vous montre une application concrète. C'est que du coup, on a pris l'arbre du vivant de toutes les bactéries. Et sur chaque branche de l'arbre du vivant, on a regardé en fait comment était associée la diète. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour certaines espèces,
en fait, c'était leur sous-espèce, donc c'est-à-dire leur sous-espèce fonctionnelle, qui était plus associée à la diète. Alors, je vous prends un exemple. Par exemple, chez les individus, on a une espèce qui s'appelle Eubacterium rectale, qui voilà, varie en fonction des individus. Quand on la regarde en fonction de la diète, on n'a pas de lien direct avec la diète. Par contre, quand on fait une catégorisation de cette espèce et qu'on va regarder les gènes qui sont à l'intérieur de cette espèce, on voit en fait qu'on a deux variants de ce Eubacterium rectale. Un variant qui a une flagelline, donc ce qui lui permet en fait de se déplacer, et un variant sans flagelline. Et il se trouve que quand on regarde par rapport à la diète, là on trouve un signal significatif entre les personnes qui ont un Eubacterium rectale et leur proportion à manger plus de viande. Voilà, donc c'est vraiment un exemple qui nous permet vraiment d'aller analyser plus finement le microbiote intestinal. Par ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'autres études auparavant avaient vu ces deux variants de Bacterium rectale, donc un avec flagelline et un sans flagelline. Et il se trouve que celui qui contient de la flagelline, en fait, est associé avec une insulinorésistance plus importante et aussi un IMC plus élevé. Donc voilà, donc vous voyez, donc c'est pas des études de causalité, c'est vraiment des études d'association, mais on voit que c'est vraiment au niveau fonctionnel, quand on peut aller jusqu'à sous-typer en fait ces espèces, qu'on peut en retirer des associations entre les paramètres de l'hôte, l'alimentation et les fonctions du microbiote. Alors ensuite, donc on s'est dit, ok, on va regarder le microbiote au niveau de ses variants. On a notre diète avec notre arbre et on va regarder en fait comment tout ça est relié aux symptômes digestifs. Ce qui est intéressant, ce qu'on a fait, c'est que on avait des individus, on n'avait que la diète, on avait des individus, on n'avait que la métagénomique, donc que l'analyse du microbiote, et des individus, on avait les deux. Donc ce qu'on a fait, c'est en fait on a fait un algorithme qui nous permet de prédire, par exemple, quel va être le microbiote. Si je connais ta diète, je connais ton microbiote. Si j'ai ton métagénome, est-ce que je peux prédire ta diète? Et donc on a projeté ça dans un espace en 2 dimensions. Et après, en plusieurs dimensions, mais là j'en représente que 2. Et donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand on regarde ensuite on va dire cet algorithme, cet apprentissage qu'on a fait à partir des données, on va ensuite pouvoir voir comment c'est associé aux différents paramètres cliniques. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour chaque individu, en fait, on avait la mesure de l'hydrogène et du méthane expirés, qui sont les produits de la fermentation du microbiote. On avait, pour certains individus, leur profil viande, plante, hein, voilà. On a leur profil nutritionnel et on a aussi leur score de symptômes. Et en fait, on a combiné tout ça, intégré en fait toutes ces données, et on a pu voir que grâce à ce modèle, en fait, on était capable de prédire en fait quel était le ratio hydrogène-méthane expiré pour un individu. Donc des individus qui vont avoir tendance à expirer plus d'hydrogène par rapport au méthane, et puis des gens qui vont expirer plus de méthane par rapport à l'hydrogène. Voilà. On a une très bonne prédiction du ratio sur viande, sur plante dans l'alimentation. Donc ça veut dire vraiment que si je connais ton métagénome, et ben en gros je peux prédire quelle va être la fraction de viande par rapport à la fraction d'alimentation que tu as. Et au niveau de la sévérité des symptômes, on arrive aussi, un peu moins bien, mais on y arrive à avoir un lien avec la sévérité des symptômes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, en fait, on s'arrête là-dessus parce qu'on s'est dit, mais en fait, on a un lien avec le métabolisme, on va dire, de l'hydrogène. On a un lien avec, globalement, avec les glucides de l'alimentation, donc ce que je vous ai présenté avant avec les quasi. Et on a un lien avec la sévérité. Donc du coup, comme on avait les fonctions, l'ensemble des gènes du microbiote, on s'est focalisé sur 2 catégories fonctionnelles du microbiote, c'est-à-dire les hydrogénases, donc ce qui permet de gérer l'hydrogène dans le microbiote, et les quasi, donc qui permet de gérer tous les glucides qui proviennent de l'alimentation.
Et donc là, je vous montre une figure qui peut paraître complexe, mais en fait, c'est pas si complexe que ça. Donc, en fait, on a un réseau d'interaction entre, un réseau de covariation entre les enzymes qui sont les petits ronds ici, donc les enzymes qui dégradent les glucides, et les triangles ici qui sont les enzymes qui sont des hydrogénases, donc qui gèrent l'hydrogène. Et les liens ici, c'est des liens de covariation. Par exemple, quand on a une enzyme ici, de classe GH13, qui est une enzyme qui permet de dégrader l'amidon, et ben, plus un individu va avoir beaucoup de cette enzyme dans son microbiote, plus en fait on va avoir une hydrogénase de type FE-FEB qui est associée. Bon, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une autre hydrogénase ici qui va être plutôt associée en fait aux enzymes de dégradation des glucides qu'on trouve plutôt dans la viande ou dans les mucines. Donc les mucines, c'est l'espèce de gel qu'on a sur notre paroi intestinale, et donc on a des enzymes qui sont spécialisées dans cette dégradation. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que cette enzyme, donc globalement, le profil de ces hydrogénases était altéré en fait chez les patients qui sont atteints de ce syndrome, et particulièrement, on a beaucoup plus d'hydrogénases, du groupe A3, FE. Donc ça, en fait, en gros, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de se dire, OK, on a nos profils de gènes, on a nos espèces, etc. Mais maintenant, pour notre population d'intérêt, donc ces populations qui ont des problèmes en termes de confort digestif, eh ben, on va pouvoir maintenant se dire, il faut qu'on regarde systématiquement le profil des hydrogénases dans leur microbiote et voir, par exemple, dans d'autres études, si ce profil peut être modifié par des probiotiques ou par l'alimentation. Donc, je conclus. En gros, deux grands messages à retenir. Ces personnes, donc cette population, a globalement une qualité alimentaire inférieure. Et deux, on a en fait, quand on regarde les hydrogénases, en fait, on voit qu'elles ont un profil de ces enzymes particulières qui gèrent l'hydrogène qui est altéré chez ces patients, et qu'en plus, on a une association particulière au métabolisme des glucides d'origine animale. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est une information qui va nous permettre, dans d'autres études cliniques que nous sommes en train de mener, de se dire, il faut qu'on fasse un focus sur cette classe enzymatique dans nos études, et voir, par exemple, si on fait des études d'intervention alimentaire ou avec des probiotiques, voir comment ça peut varier. Une étude n'est pas parfaite, et nos principales limitations, c'est que la taille d'échantillon est relativement faible, parce qu'on a 200 individus en tout, 140 qui sont typés en métagénomique, et clairement, pour voir ces effets qui sont aussi fins au niveau du microbiote, je pense que avec une taille genre plutôt de 1000 ou 10 000 individus, on aurait beaucoup plus de puissance statistique pour trouver plus de signal. Par ailleurs, c'est une étude en fait transversale, on n'a pas de données longitudinales, c'est-à-dire que par exemple, dans le temps, on pourrait retyper ces individus, voir si leur gestion d'hydrogène est différente, et est-ce que ça a du coup un lien entre ce qu'ils ont mangé, le microbiote. Donc c'est suivi longitudinal, on l'a pas non plus dans cette étude. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on s'intéresse à monter d'autres cohortes. Donc, nous avons un partenariat avec l'Université de San Diego, et donc nous montons une cohorte internationale avec le projet TGMI, où en fait on va séquencer des milliers d'individus à travers le monde, à travers les continents, dans différents pays, et on va capturer la diète, et on va aussi séquencer le métagénome de ces individus pour en fait, pourquoi pas revérifier on pourrait essayer de revérifier ces conclusions, et puis avoir plus de puissance. Et on s'intéresse aussi à des cohortes qui existent déjà, comme Twins UK, donc au Royaume-Uni, où ils ont aussi des données
métagénomiques et des données alimentaires. Et donc, on a des collaborations où on peut essayer de trouver aussi, poser des questions, faire des analyses et voir si on a du signal. Et on s'intéresse à tout type d'initiatives nationales ou internationales qui, justement, construisent ces grandes cohortes d'individus et aussi des cohortes qui ont des suivis dans le temps. D'ailleurs, je me permets à ce niveau-là, effectivement, il y a déjà le projet international MMHP, Million Microbiome Human Project, qui vise à agglomérer 1 million d'individus à travers le monde. Donc c'est énorme, hein, pour avoir une puissance statistique vraiment, vraiment puissante. Et n'oublions pas qu'au niveau français, nous avons aussi de très belles cohortes, hein. Peut-être vous connaissez Nutrinet, par exemple, mais il y en a d'autres qui, voilà, le jeu est d'essayer d'agglomérer autant de cohortes qu'on pourra pour justement faire avancer la recherche, puisque justement, plus on aura de gens et plus nos analyses seront précises. Voilà. Et voilà, on a déjà parlé d'un projet que l'INRAE essaye de monter aussi, où on essaiera d'agglomérer 100 000 personnes. Mais ça, on vous en dira un peu plus quand on sera prêt. Voilà. Alors, je voulais juste terminer par les remerciements, puisque c'est comme ça qu'on termine en général. Donc, on remercie évidemment un super partenariat avec l'Université de Göteborg, évidemment Metagenopolis et puis les collègues de Danone Nutrition Research. Et donc, tout le travail que je vous ai présenté, et je voudrais terminer là-dessus, est publié dans la revue Microbiome et c'est en open access. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire à Danone, c'est systématiquement de publier nos travaux en open access. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès gratuitement sans payer. Et aussi, surtout, toutes les analyses qui sont faites, en fait, on publie le code, les programmes, et on publie le code source. Donc, ce qui permet, en fait, soit à d'autres collaborateurs à travers le monde de pouvoir reproduire les analyses ou en tout cas s'en inspirer pour leurs propres études. Et donc, pour nous, ça nous permet d'avoir cette démarche de transparence par rapport aux données. Voilà. Et merci beaucoup, Julien. Je voulais profiter de ce slide de conclusion pour te demander, finalement, moi, ce que j'ai compris de ce travail, ça a quand même permis à Danone d'identifier en fait des voies métaboliques précises, particulières, qui vont permettre à leur tour de guider un peu les prochaines études cliniques, c'est ça, en mettant l'accent vraiment sur des paramètres que vous avez identifiés grâce à cette première étude au final. C'est ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on a eu un changement un petit peu dans la manière dont on approche nos études cliniques, parce que globalement, ce qu'on faisait, c'est on fait une étude clinique, on regarde si on a un impact sur les symptômes ou sur d'autres paramètres cliniques, en fonction de l'alimentation ou de ferments ou de probiotiques qu'on fait tester. Et par ailleurs, on collectait en fait le microbiote et puis on faisait une analyse un peu comme ça exploratoire. Et maintenant, on va essayer de changer, c'est-à-dire qu'on va essayer d'inclure dès le départ le microbiote comme un élément de débouché de l'étude clinique. Sauf qu'en fait, c'est tellement vaste le microbiote, puisqu'on a des millions de gènes à explorer, qu'on ne peut pas se dire « Ah oui, on va regarder un gène particulier et voir si on a un effet sur ce gène particulier. » Là, grâce à cette étude, on va pouvoir a priori, donc sans regarder les données, mais dire, bah voilà, on va s'intéresser à cette classe enzymatique particulière, donc les hydrogénases, et on va l'inclure directement dans nos protocoles cliniques en disant, quand on va analyser le microbiote, on va tester si dans notre intervention, on a un impact sur cette classe enzymatique. Très bien. Bien, écoute, il ne me reste plus qu'à te remercier. Si vous avez des questions complémentaires, je vous invite à me les envoyer à alexandre.cavezza@inrae.fr ou à Julien. Julien, tu as une adresse mail que tu peux communiquer ? Oui, c'est julien.tap@danone.com. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions et on essaiera d'y répondre. Si vous voulez retrouver le replay de ce webinaire, il sera donc pour sûr déjà sur le site de Metagenopolis, mgps.eu, à la rubrique webinaire. Donc n'hésitez pas parce qu'il y a d'autres webinaires qu'on a fait, donc il peut aussi vous être très utile pour comprendre un peu plus des notions sur le microbiote et l'analyse métagénomique. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à remercier une nouvelle fois Julien pour ce bel exposé. Merci de votre invitation. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Notre prochain webinaire aura lieu, si je ne me trompe pas, début juillet.
Et on refera ce qu'on avait fait déjà une fois, mais pas de chance, on avait oublié d'enregistrer, mais c'est un jeu de questions-réponses, c'est-à-dire toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le microbiote ou l'analyse métagénomique, eh bien, vous nous les posez en direct et on essaie d'y répondre. Voilà. Très bonne journée, très bon début d'après-midi et à une prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.